Parmi les piliers de l'ESG, la transition bas carbone a un mérite spécifique. C'est à la fois un acte à valeur extra-financière, mais c'est aussi très directement, dans un monde qui change sous diverses pressions, un acte de bonne gestion. Une nécessité, voire une opportunité économique et financière pour les entreprises. On est rentré dans une nouvelle ère de la transition écologique. Il y a 5 ans encore, c'était l'ère des visionnaires, des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience qui ont eu un rôle bien sûr déterminant majeur. Mais aujourd'hui, et notamment grâce au SGPE, au Secrétariat général pour la planification écologique, on est rentré dans l'ère de l'objectif chiffré, de l'indicateur de performance, de la mesure de performance, de l'écart à l'objectif. Notre rôle, il commence là où la réglementation s'arrête, parce que si c'est obligatoire, on ne va pas financer. En revanche, si c'est un libre choix, là, on va être aux côtés de ceux qui lancent et portent des projets de transition écologique. Les entreprises répondent présent, mais je pense que la transition écologique se rapproche du cœur de stratégie des entreprises. Beaucoup d'entreprises oublient un avantage concurrentiel incroyable qu'on a en France, c'est qu'on a une électricité totalement décarbonée, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Comment on transforme nos projets de décarbonation, comment on transforme nos plans de décarbonation, comment on les construit et comment on transforme ça en avantage concurrentiel. Et c'est ça qui a donné la méthodologie ACT, et on est très content que vous ayez été dans les précurseurs qui ont répondu à l'appel à projet pour se dire tiens, on va tester cette méthodologie, on va la mettre en œuvre avec des entreprises de notre giron, en quelque sorte. Et cette méthodologie, elle est là pour quoi ? Elle est là pour dire je dois rendre une fois que j'ai fait le choix de la décarbonation et que je considère que c'est un choix stratégique pour mon entreprise, autant en faire un avantage concurrentiel. Autant le rendre opposable dans un appel d'offres public auprès des grands donneurs d'ordre privés. Et la méthodologie ACT, c'est une façon de se dire, utilisons-le comme une arme de différenciation, et finalement, ce sera complètement entré dans les mœurs le jour où quelqu'un viendra et se rendra compte qu'il a perdu un appel à projet face à un concurrent ou qu'il a gagné un appel à projet grâce une affirmation simple, moi je suis 14B+, méthodologie scientifique de l'ADEME, certifié par EY au KPMG, et au fait mes concurrents ils font quoi ? Nous, cette méthodologie, elle a eu un coup d'accélérateur incroyable en octobre dernier, quand la Banque de France a regardé toutes les méthodologies qui existaient, on a choisi une, dans le monde, et on a choisi une pour fonder ces indicateurs climat qui évalueront bientôt de façon assez calculatoire toutes les entreprises de France. Et c'est la méthodologie qu'ils ont retenue. Tout effort qui est fait pour faire un indicateur ou trouver une data, ce sera 100% réutilisable pour la CSRD. Tout ce qu'une entreprise fait aujourd'hui pour se plonger dans la méthodologie ACT et pour travailler sur son plan de décarbonation, c'est 100% réutilisable sur les indicateurs CSRD, ce qui fait qu'on ne travaille pas sur un truc en plus. Donc les enjeux économiques sont là. C'est vous, le monde économique, les femmes et les hommes qui êtes décideurs d'entreprise, qui avez la possibilité de se saisir de la transition écologique et d'en faire un avantage concurrentiel. C'est comme ça, je crois, que la transition écologique pourra réussir. La première table ronde réunira 3 ETI industriels qui illustreront de manière extrêmement concrète que la transition est un facteur de performance économique et financière. La deuxième table ronde, avec 3 différentes parties prenantes, portera sur le plan de transition. Comment on le construit, comment on le reporte et quelle valeur lui est-il donné par les investisseurs. Aujourd'hui, c'est clairement un avantage compétitif parce que dans notre métier de distributeur, nous sommes un peu en avance par rapport aux autres, ce qui nous permet des fois, sur ces critères-là, d'être retenus sur des appels d'offres. Nous, on a un engagement 2030 d'une réduction d'intensité carbone de 17%, qui peut paraître peu ambitieuse, mais qui, en fait, est très, très ambitieuse parce que nous dépendons de 800 fournisseurs. Et il va falloir que nous accompagnions ces 800 fournisseurs dans cette transition. La difficulté, déjà, c'est qu'on a 70 000 articles dans le groupe Thermador. Donc, il faut choisir des gammes qui sont impactantes. Le groupe Séché est un acteur de l'économie circulaire, des déchets, notamment des déchets dangereux. C'est vraiment une de nos spécificités. C'est qu'on a une spécialité très forte sur les déchets dangereux. C'est plus de 80% de nos activités. Nos enjeux climat,
effectivement, on a un scope 1-2 qui est majoritaire, contrairement effectivement aux autres entreprises en général. Et pour comprendre le bilan de gaz à effet de serre de ces déchets, il faut comprendre l'impact CO2 du déchet. Puisque les émissions de déchets sont le contenu carbone qui est contenu dans le déchet qu'on va recevoir. Et donc effectivement, la stratégie du groupe Séché est de travailler sur ces deux grands enjeux. Comment, d'une part, on va réduire les émissions fossiles liées à la combustion de déchets, et par ailleurs, comment on va capter au maximum le méthane issu de la décomposition des déchets qu'on va recevoir. Et donc ça, c'est notre premier enjeu. Comment on va se décarboner, et je pourrais rentrer dans le détail sur quelles actions. Et puis on a un deuxième enjeu qui est comment on va aider nos clients à se décarboner. Et donc effectivement, on a un plan, en plus de notre stratégie de décarbonation en interne, d'augmenter notre capacité à décarboner nos clients. Et c'est effectivement pour nous un vrai enjeu stratégique de développement. On a lancé notre premier plan de décarbonation en 2021 sur SBTi. On a voulu une méthode qui soit plus robuste, qui nous permette de voir plus loin et qui nous permette aussi d'embarquer l'ensemble de notre direction générale dans cette stratégie. Et donc on a choisi la méthode ACT qu'on a mis en œuvre à partir de l'été 2024 et pour une fin de mise en œuvre pour l'exercice CSRD en mars 2025. Et ben c'est une forme de projection dans une réalité future qui nous a permis effectivement de poser des nouveaux rationnels dans la prise de décision, dans la prise d'investissement. Et c'est vraiment là où la méthode ACT est allée beaucoup plus loin en fait que l'exercice qu'on avait fait précédemment, avec une vision beaucoup plus stratégique à beaucoup plus long terme de nos métiers, aussi de nos expositions internationales, parce qu'on a aussi croisé ça avec le développement des pays dans lesquels tu es installé. Et cette capacité de la méthode ACT et des plans de transition sur les scénarios 2050 a été vraiment très, très, très forte. Si vous allez dans une boîte industrielle classique, Saint-Gobain en fait partie, on peut en trouver d'autres, il y a souvent un arbitrage entre les projets réputés stratégiques, étendre une ligne de production, faire plus de promos, recruter des commerciaux, etc., ou faire des projets qui regroupent ou qui impliquent des investissements dans des infrastructures de baisse de la consommation d'énergie. Bon. Et il n'est pas rare que les clients fassent le choix numéro 1 et disent, bon, pour la transition énergétique, on verra plus tard. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de leur dire, vous gardez votre argent pour faire vos projets et on va utiliser le nôtre pour faire des projets complémentaires. On a travaillé avec beaucoup de cimentiers, on va financer des moteurs mieux. Donc des moteurs mieux, c'est des moteurs qui sont parfois plus puissants, avec une aérolique qui est un peu meilleure, avec une gestion électronique plutôt qu'une gestion physique des flux. On a garanti le résultat, donc on leur a dit voilà, on va faire une performance énergétique de temps, et on va se rémunérer strictement sur les économies réalisées et mesurées. En faisant ça, on vient créer des poches de capital supplémentaires. Nous, c'est notre métier, donc on investit, et on fait en sorte d'avoir une rentabilité qu'on va chercher sur ces projets-là, qui soit plutôt inférieure à celle de nos clients. Donc encore une fois, pour employer des termes barbares, pour eux c'est réductif. On a entendu déjà un certain nombre d'adjectifs pour caractériser les plans. J'en ai relevé quelques-uns, la solidité, la crédibilité, la cohérence. Pour moi, c'est un plan qui fait une démonstration et qui va être utilisé. Au-delà de dire que c'est une méthode, un cadre, avec des étapes de travail, un certain nombre de piliers, c'est très structuré comme approche. C'est qu'elle a été pensée dans l'optique de rendre possible une évaluation. Elle donne à voir comment derrière ce plan de transition va être évalué. Grâce à ce qu'on a appris avec ce travail avec l'ADEME en co-créant ACT, on a essayé aussi de le mettre en pratique sur des milliers d'entreprises. Mais ce qu'on voit, c'est que les fonds d'investissement intègrent ces données pour créer des scores environnementaux en interne qui va guider soit leurs exclusions, soit qui va filtrer leur univers d'investissement. Les risques climatiques liés à la chaîne d'approvisionnement, donc ces risques scope 3 upstream qui viennent de la chaîne d'approvisionnement, ont un coût financier potentiel d'environ 160 milliards d'euros, mais c'est 3 fois plus élevé que les 60 milliards d'euros nécessaires pour les atténuer.
Il y a un exemple très concret qui a été publié par ING il y a un mois, qui viennent de publier que dans les secteurs fortement émetteurs, donc particulièrement dans les secteurs industriels, l'octroi de prêts ne sera pas accepté si un plan de transition sérieux avec une trajectoire justifiée n'est pas démontrable. À la fin de la décennie, le marché de la capture du CO2 sera quelques milliards de dollars pour nous. 10 ans après, ce sera quelques dizaines. Et encore 10 ans après, donc à horizon 2050, quelques centaines. Je pense que les Françaises ont plutôt bien pris le virage. En tout cas, on a l'impression qu'elles font des efforts plus soutenus et plus durables dans le temps pour soit réduire leurs émissions, soit proposer à leurs clients de les réduire. Ce sont des enjeux à long terme, mais l'urgence est aujourd'hui. Donc moi, le premier point que je note, c'est que ce sont des enjeux majeurs, prise de conscience par les investisseurs, par les entreprises, et j'ai bien aimé vous écouter tout à l'heure, ou par vous qui accompagnez sur des plans de transition. Et la prise de conscience, elle est très forte côté investisseurs aussi. Face à ces difficultés de mettre en œuvre des politiques publiques, et vous voyez aujourd'hui le revirement, le cas échéant américain, ou les divergences internationales, nous sommes convaincus que l'impact le plus important, et ça a été évoqué tout à l'heure, viendra de la relation entre investisseurs et émetteurs, par l'intermédiaire, pour ceux qui délèguent la gestion de leur patrimoine, des sociétés de gestion. Et l'idée, c'est que les investisseurs influencent, vous l'avez dit tout à l'heure, les émetteurs dans le cadre de leur transition. Si dans un portefeuille financier, j'ai une espérance de rendement à long terme, si je peux identifier des risques, avoir des actions de maîtrise et arriver à piloter ces risques-là, on doit peut-être pouvoir à terme améliorer le ratio rendement-risque d'un portefeuille. Alors ma prudence fait qu'il y a des travaux académiques sur le sujet, mais c'est un des sujets parmi d'autres que travaillent beaucoup d'investisseurs, d'où le besoin d'avoir des données, d'avoir des méthodologies, d'avoir des émetteurs qui jouent le jeu, et le cas échéant, quand je délègue la gestion de mon patrimoine, des sociétés de gestion qui puissent, le cas échéant, mettre en œuvre ces enjeux d'investisseurs dans le cadre de l'influence des différents émetteurs.